Il y a quelques années, j'ai tué un homme. J'étais à une soirée plutôt arrosée avec des amis. Nous avons pris l'apéritif, mangé ensemble, et on a fini par regarder un film. Le seul problème dans cette soirée, c'est ma stupidité à avoir refusé leur invitation à rester dormir. Je n'étais pas si ivre que ça, mais je l'étais assez pour voir flou. Et je pensais qu'une longue ligne droite dans les chemins de forêt n'allait pas me poser de problème. Je ne me suis jamais aussi lourdement trompée. J'ai donc décliné l'offre de mes amis, j'ai pris mes clés de voiture, et je me suis dirigée vers l'extérieur. Déjà, la première chose qui aurait dû me faire changer d'avis, c'était la pluie. Les pneus de ma voiture étaient lisses, et malgré l'alcool que j'avais dans le sang, j'en avais pleinement conscience. Mais non, il a fallu que je décide quand même de me diriger vers ma voiture. Un deuxième truc aurait dû me faire changer d'avis. Quand j'ai démarré le véhicule, et que j'ai allumé mes phares, l'un de mes deux phares était HS, et je n'avais aucune ampoule de rechange dans la voiture. Du coup, le côté droit de la route allait visiblement être plus difficile à distinguer. J'avais sous les yeux toutes les raisons de faire demi-tour et accepter l'offre de mes amis. Mais encore une fois, j'en ai fait qu'à ma tête. L'envie de rejoindre mon lit était bien trop forte. J'ai donc démarré sans prendre en compte ces nombreux risques. Et c'est la pire erreur que j'ai jamais faite de ma vie. Je ne voyais presque rien sur la route. J'avais sous-estimé l'avantage d'avoir un phare fonctionnel. La route était partiellement plongée dans la pénombre. Je ne voyais presque rien devant moi. Et le côté droit de la route était encore pire. J'ai tout de même eu le bon sens de rouler à environ 50 km/h. Mais ça n'a pas empêché la catastrophe de se produire. Le souci quand il pleut, c'est que ça glisse. Et entre la route et la forêt, il n'y avait que de la terre. Ou plutôt, de la boue vu qu'il pleuvait. Une boue humide et épaisse, dans laquelle il était facile de s'enfoncer. Alors si on fait du stop sur le bord de la route, on a tendance à se rapprocher un peu trop près, pour ne pas mettre les pieds dedans. Et quand on se trouve un peu trop près de la route, à la fin d'un virage, et qu'une voiture avec un seul phare fonce droit devant, c'est la mort assurée. Sur le coup, je n'ai pas compris ce qui se passait. Est-ce que j'avais renversé un chevreuil? Ou une biche? J'étais perturbée, alcoolisée et complètement désorientée. Je suis sortie de la voiture tremblante. La pluie battait de toutes ses forces contre la carrosserie. Je ne voyais même pas à plus de 2 mètres devant moi, tant ma vision était troublée par la pluie, l'alcool et l'état de choc. J'essayais d'observer l'arrière de la voiture, pour voir quel animal se trouvait derrière. Et en un instant, j'ai paniqué, car ce n'était pas un animal, c'était un homme. Son corps gissait sur le sol. L'une de ses chaussures se trouvait non loin de lui. Du sang se mêlait à l'eau de pluie juste à l'arrière de sa tête, et il ne bougeait plus d'un pouce. J'ai immédiatement mis mes 2 mains devant ma bouche, retenant du mieux que je pouvais ma furieuse envie de vomir. J'étais dans un état des plus déplorables. Je suis passée de la surprise à la colère, de la colère à la peine, et de la peine à la réflexion. Je suis quelqu'un qui agit extrêmement vite habituellement. Mais là, je me suis surprise à rester plantée là pendant au moins 10 bonnes minutes. Je visualisais aisément ce qui allait se passer si la police venait à apprendre tout ça. C'était la prison assurée. J'étais alcoolisée et ma voiture n'était pas aux normes. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Est-ce que vous auriez joué les bons samaritains en vous dénonçant à la police, pour ensuite purger une peine de prison ferme pendant des années et des années? Ou est-ce que vous auriez tenté votre chance en vous échappant, vu que de toutes les façons, le mal était déjà fait? Oui, je sais. Vous devez me prendre pour la plus misérable des ordures. Mais j'ai choisi la deuxième solution. J'ai dégagé de cet endroit le plus vite possible. Le lendemain, je me suis rendu compte que je m'étais endormie tout habillée. Il était plus de 14 heures. J'avais donc dormi au moins 11 heures. Je n'avais même pas pris la peine de retirer mes chaussures. Je me sentais atrocement mal et coupable. J'ai pleuré au moins une bonne heure avant d'enfin décider de me bouger. Après cela, je suis allée prendre une douche. Et j'ai essayé tant bien que mal de me rassurer, en me disant qu'il avait sûrement une chance d'être en vie, et que le sang au sol n'était là qu'une cause d'une légère blessure à la tête. J'ai pris mon courage à 2 mains, et je me suis empressée d'actualiser les différents sites internet regroupant les informations de ma ville et des alentours. Je voulais voir si la personne avait été retrouvée, ou si elle croupissait toujours sur le sol boueux, tout près de la forêt. Un article a fini par pointer le bout de son nez sur l'un des sites. Il venait d'être rédigé quelques secondes avant. Il disait « Le corps d'un homme sans vie a été retrouvé dans une forêt. » La panique a pris le dessus. J'ai jeté mon PC portable contre le mur et j'ai immédiatement fondu en larmes. J'avais tué quelqu'un. J'en étais certaine maintenant. Qu'est-ce que j'allais devenir s'il découvrait que c'était moi? Est-ce que j'allais survivre à la prison? Qu'est-ce que ma famille penserait après tout ça? J'ai essayé de relativiser au maximum, car j'étais hors de danger en ce qui concerne l'alcool. Il ne pouvait plus faire de test à présent. Il fallait que je change mes ampoules aussi. Et les pneus. Seulement, le délit de fuite est impardonnable. Et quand il s'agit de quelqu'un qui fuit un accident mortel, la justice est cinglante.
Mais au moment où je réfléchissais à tout ça, le titre m'est revenu en tête. Le corps d'un homme sans vie a été retrouvé dans une forêt. Dans une forêt? J'étais certaine qu'il était sur la route. J'ai donc décidé de visiter le même site internet à l'aide de mon téléphone pour pouvoir lire le reste de l'article. Et voilà ce qu'il disait. Un homme de 43 ans, William Belford, a été retrouvé sans vie dans la forêt Wynnam. Il semblerait que l'homme ait été attaqué par des animaux sauvages. L'une des 2 filles de la victime a pu analyser en début d'après-midi le corps de son père à la morgue, non sans difficulté étant donné les multiples mutilations dont souffrait l'homme. D'après elle, il avait pour habitude d'arpenter cette forêt pour se ressourcer. Et très souvent, après la tombée de la nuit, sa voiture était tombée en panne non loin de l'entrée de la forêt. Aucune trace de lutte n'a été observée. Une enquête est actuellement en cours. En premier lieu, j'étais effrayée à l'idée d'imaginer son visage déchiqueté par les crocs des animaux sauvages. Puis, j'ai tout de suite pensé à la bénédiction que c'était. Le fait que des animaux se soient emparés de son cadavre pour le tirer dans la forêt et le manger, c'était ma porte de sortie. Est-ce que c'était possible qu'ils trouvent les traces d'un accident de la route? Ou est-ce qu'ils allaient simplement laisser tomber après plusieurs recherches infructueuses? J'étais un peu rassurée. Il était maintenant à la morgue, loin du lieu de l'accident. La pluie avait sûrement effacé les traces de sang qui se trouvaient sur la route. J'avais une bonne chance de m'en sortir. Et je regagnais enfin un peu d'espoir. J'ai pu dormir environ 2 heures, jusqu'à ce que quelque chose me réveille instantanément. Un détail que j'ai bien failli oublier, et qui aurait pu les faire remonter à moi facilement. La chaussure de l'homme. Elle devait toujours être près de la route. Je n'ai pas attendu une seconde, et je me suis empressée de prendre ma moto. J'avais bien trop peur de réutiliser la voiture pour le moment. J'ai roulé au pas, et j'ai bien fait attention de ne croiser personne. Après quelques minutes, je me suis retrouvée sur les lieux de l'accident. J'ai tout fait pour ne penser à rien d'autre que la chaussure, car j'avais une violente nausée. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder l'endroit où était le corps de l'homme la nuit précédente. J'avais raison. Il n'y avait plus aucune trace de sang. La pluie avait bien fait son travail. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, et j'ai vu que la chaussure gissait dans l'herbe. Je l'ai prise, et je l'ai mise sous le siège de ma moto. J'ai démarré rapidement, mais la nausée est revenue de plus belle. J'ai attendu d'arriver à presque 1 kilomètre plus loin, et je me suis arrêtée. J'ai retiré mon casque et j'ai vomi. Mais juste avant d'avoir pu remettre mon casque, une personne a mis sa main sur mon épaule. Cette personne portait un uniforme de police. J'ai eu de violentes sueurs froides. C'était comme si j'explosais de l'intérieur. J'avais l'impression de voir toute ma vie défiler sous mes yeux. Du moment où il allait mettre des menottes à mes poignets, jusqu'au jour de mon procès. Puis, du procès jusqu'en prison, et de la prison jusqu'à ma mort. Ce que je n'avais pas vu en revanche, c'était son sourire compatissant. Madame, tout va bien? Oui, ça va. Je suis juste malade, je me suis arrêtée pour vomir. Oui, j'ai vu ça. Mon collègue et moi étions en patrouille, et lorsque je vous ai vu vomir, je lui ai demandé de s'arrêter. Vous êtes sûr que ça va? Oui, tout va bien, je vous remercie. Je pense que je vais reprendre la route et filer chez le docteur. Vous faites bien. En revanche, je vous conseille de ne pas trop rester par ici, c'est très risqué. Un homme est mort non loin, dans la forêt. J'ai dégluti avec difficulté. Mort? Ah, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il aurait été retrouvé dans la forêt ce matin. Regardez le journal local demain matin, tout y sera sûrement expliqué. De sa mort jusqu'à la disparition de son corps. C'est d'ailleurs pour ça que nous patrouillons dans le coin. Je vous souhaite une bonne journée, madame, et un bon rétablissement. Un frisson m'a parcouru le corps. Qu'est-ce qu'il voulait dire par la disparition de son corps? Je me suis empressée de lui poser la question, juste avant qu'il ne parte. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que son corps se trouvait à la morgue, madame. Et qu'à l'instant où je vous parle, il n'y est plus. Il a disparu. Nous ne savons ni les raisons ni comment cela est possible, et je vous conseille de ne pas trop vous aventurer ici dans le doute. Bonne journée, madame. Son corps avait disparu de la morgue. Qui avait bien pu faire une chose pareille? Et surtout, pour quelle raison? Je me posais une multitude de questions quant à sa disparition, jusqu'à ce que j'arrive sur le palier de mon immeuble. Il y avait 2 de mes voisines qui discutaient entre elles. Je n'ai pas fait attention à la conversation, et j'ai préféré emboîter le pas, jusqu'à ce qu'un mot retienne mon attention. Morgue. Elle parlait du cadavre qui avait disparu. Je ne pouvais plus entendre grand-chose de là où je me trouvais, mais j'ai pu entendre les mots « plaisantin »,« zombie » et « surnaturel ». Je me suis rapprochée un peu plus pour mieux écouter, et j'ai pu entendre très distinctement qu'elle disait qu'il y avait des traces de pas sur le carrelage de la morgue et que la personne ne portait qu'une seule chaussure. J'étais tétanisée par la peur. J'imaginais l'homme, le visage déchiqueté, en train de se lever de la table d'autopsie et de se mettre à marcher lentement vers la sortie de la morgue. Mais pour aller où? Et dans quel but? Mais surtout, comment est-ce que c'était possible?
J'ai été tirée de mes rêveries par les aboiements du chien d'un voisin. J'ai monté les marches, je suis rentrée chez moi et je me suis écroulée sur le canapé. Un peu plus tard dans la nuit, j'ai été réveillée par un bruit étrange, répétitif et métallique qui provenait de l'extérieur de l'immeuble. Il devait être aux environs de 2 heures du matin. Le pas lourd, je me suis mise à marcher en direction de la fenêtre de mon salon. Je pouvais voir la voiture de ma fenêtre sur ma place de parking. Je pouvais également voir la silhouette d'un homme, debout juste à côté d'elle. Il cognait sa tête contre la carrosserie au-dessus de la portière. Il faisait ça de façon lente et rythmée. Mon corps refusait de m'obéir. J'étais paralysée. J'ai donc fermé un peu les rideaux et j'ai continué à l'observer pendant son acte. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête que c'était le corps qui avait disparu de la morgue. Est-ce qu'il s'agissait vraiment de William Belfort? Et s'il me cherchait? Et s'il voulait se venger? Non, je refusais de croire à une chose pareille. J'ai voulu m'éloigner de la fenêtre, mais mon orteil a heurté le pied de ma table basse. J'ai laissé échapper un petit cri strident. J'ai regardé mon orteil et je n'avais rien. En revanche, dehors, les bruits avaient cessé. J'ai réuni tout le courage qui me restait pour regarder à nouveau vers la fenêtre. L'homme était toujours là, mais il ne frappait plus contre la vitre. Je pouvais voir malgré la noirceur de sa bouche ouverte grossièrement que sa mâchoire ne tenait que grâce à quelques petits morceaux de chair. Il regardait en direction de ma fenêtre, immobile. Mon cœur battait de plus en plus fort, mais je me rassurais du mieux que je pouvais. Normalement, il était impossible pour lui de me voir. J'étais plongée dans le noir. Mais au moment où je commençais à réussir à me convaincre, l'homme a hurlé. Un cri grave, résonnant partout dans la rue. Puis, il s'est mis à courir vers mon immeuble à une vitesse folle. Je l'ai vu disparaître de mon champ de vision en moins de 10 secondes. Dans la panique, j'ai fermé le volet roulant et j'ai foncé jusqu'à ma porte d'entrée et j'ai vérifié qu'elle était bien fermée à double tour. Je ne savais plus quoi faire. J'avais réellement l'impression qu'il m'avait vu. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sentais clairement son regard malgré la distance qui nous séparait. Et mes doutes ont été confirmés lorsque j'ai entendu des pas d'une rapidité surnaturelle monter les marches des étages de mon immeuble. La panique était si intense que le choc m'a fait chuter. Les pas se sont arrêtés net devant ma porte. La chose qui venait de gravir les marches avec une rapidité surhumaine se trouvait juste derrière ma porte. Et là, elle s'est mise à sonner et frapper frénétiquement en hurlant un son horrible qui résonne encore dans mes oreilles à ce jour. Ce qu'elle a hurlé, je n'ai pas pu l'entendre correctement. Certainement à cause de sa mâchoire qui ne tenait plus. J'ai pu l'entendre grogner, frapper encore et encore, puis sonner. Et entre deux grognements, j'ai cru reconnaître le mot vérité. Je me suis mise à pleurer en me bouchant les oreilles. Mais rien à faire. Je pouvais entendre ce mot résonner dans ma tête, encore et encore. La panique était totale. Je ne pouvais plus bouger ni parler, et tout ce qui me restait à faire, c'était de pleurer et subir ses cris. Mais après un long moment, j'ai enfin pu ouvrir la bouche. Et dans un dernier effort, j'ai crié. « Je dirai tout, toute la vérité. Laissez-moi par pitié. Je suis désolée. » Les frappements, les cris, la sonnette, tout s'est arrêté instantanément. Je me retrouvais là, assise sur le sol, sans comprendre exactement ce qui venait de se passer. J'ai mis un long moment avant de réaliser que j'étais enfin seule. Je n'ai même pas entendu de pas s'éloigner de ma porte. Juste un silence total. J'ai regardé dans le Judas pour voir si quelqu'un se trouvait derrière, mais rien. Il n'y avait personne. Il avait disparu. J'ai préféré attendre au matin avant d'ouvrir la porte. Avant ça, j'ai nettoyé le bordel que j'avais causé dans l'appartement, en priant que mes voisins ne viennent pas me demander ce qui venait de se passer. Je n'aurais jamais su comment expliquer une telle chose. Mais vu le remue-ménage qu'il y avait eu la veille, il fallait s'y attendre. Pourtant, personne n'est venu. Lorsque j'ai ouvert la porte, l'entrée était en parfait état. Lorsque je suis passée à côté de mes voisins ce matin-là, personne ne m'a interpellée. C'est comme si ce que j'avais vécu la veille était un rêve éveillé. Comme si tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Je suis alors descendue et je suis allée sur le parking où se trouvait ma voiture. J'ai regardé ma moto un instant pour voir si elle aussi avait été vandalisée, mais rien. La voiture aussi semblait intacte. Aucune bosse, hormis celle causée par l'accident. À mes yeux, ça confirmait ce que je pensais. J'avais tout imaginé. Je n'avais croisé aucun policier et je n'avais pas vu mes voisines en bas de chez moi. Aucun cadavre ne s'était échappé de la morgue. J'ai donc pensé que tout était le fruit de mon imagination torturée par la culpabilité. La culpabilité d'avoir détruit une famille, la famille Belfort, qui attendait patiemment le retour d'un père, certainement d'un mari ou d'un grand-père. Mais j'ai quand même décidé de respecter ce que j'avais dit. Je me suis rendue à la police juste après l'enterrement de M. Belfort et je leur ai tout raconté. Je n'ai pas eu besoin de fournir beaucoup d'éléments. Les témoignages de mes amis ont suffi et la description des faits également. La police a directement su que j'étais coupable. J'ai été condamnée à 10 ans d'emprisonnement
et je viens tout juste de finir ma peine. Il fallait que je raconte mon récit quelque part. Car dans un sens, j'espère que certains ne feront pas la même erreur que moi. Il ne faut jamais fuir ses responsabilités. Cela n'apporte généralement rien de bon. Et parfois, notre mental peut être bien pire que ce que nous réserve la justice. Mais si je vous raconte ceci, c'est aussi parce qu'un autre détail m'a vraiment perturbée. Comme je vous l'ai dit, c'est après l'enterrement que j'ai décidé de me rendre à la police. L'affaire ayant fait un certain remue-ménage, plusieurs personnes pouvaient assister à l'enterrement sans qu'il ne soit forcément de la famille ou des amis. Il y avait énormément de monde. J'ai donc pu y assister sans qu'on ne me pose de questions. J'ai même pu me rendre au funérarium pour voir le corps de William. Ils avaient fait un bon travail à la morgue. Mais sur son visage, il y avait quand même des traces de griffures. Voir sa mâchoire m'a glacé le sang. Elle avait été entièrement refaite, mais on distinguait clairement les points de suture malgré le maquillage. Et elle n'était pas droite. J'aurais pu penser à une coïncidence, mais un autre élément m'a cloué au sol et m'a davantage motivé à tout raconter à la police. Il avait bien ses 2 chaussures aux pieds.